Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi propose d'autoriser l'adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 31 janvier 2001. Nous ne pouvons qu'approuver la volonté de lutter contre la criminalité organisée et le trafic d'armes illicites. Nous ne pouvons qu'approuver la lutte coordonnée entre les États, sous l'égide de l'ONU, contre de tels trafics. Dans le cadre de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale, la France n'avait pas encore signé le protocole spécifique contre les armes à feu. Au 14 novembre 2017, le protocole armes à feu comptait déjà 115 États parties. Il est important de participer au mécanisme de lutte contre les trafics en tout genre, particulièrement les armes, pour des raisons de dangerosité totalement évidentes. Car la possession d'armes par des particuliers pose un vrai problème. Nous voyons régulièrement aux États-Unis, où la culture des armes est particulièrement développée, des tragédies, conséquences de l'action des lobbies pro-armes et de l'inaction de l'État. Car la cause ne peut pas résider uniquement dans le grave dérangement de l'esprit de personnes décidant de tirer sur d'autres personnes par surprise, sur d'anciens camarades de classe, par esprit de vengeance, dans une boîte de nuit à Orlando, par LGBTQI-phobie, par idéologie lâche et assassine. Mais aux États-Unis, les armes à l'origine de ces drames sont le plus souvent parfaitement légales. En France, nous n'en sommes heureusement pas là. Mais la France est très loin d'être exempte de morts par arme à feu. Si je prends le cas le plus récent, porté à la connaissance du grand public, 2 hommes ont été tués par balle lors d'une fusillade dans une cité de Salon de Provence dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris de sources policières. Les victimes ont été tuées par des armes lourdes. D'après l'AFP, si la piste d'un règlement de compte devait se confirmer, il s'agirait des 14 et 15e personnes décédées dans ces circonstances en 2018, rien que dans les Bouches-du-Rhône. L'an dernier, on a enregistré 13 règlements de compte mortels dans le département, contre 28 en 2016, le plus souvent sur fond de trafic de drogue. Ce cas marque malheureusement un schéma trop répandu, car le trafic d'armes est rarement isolé. Les personnes ayant recours à des armes illégales ont évidemment d'autres activités illégales. Les trafics se nourrissent dans une spirale de violence. La sphère de l'illégalité alimente une très vaste machine d'argent qui a l'air facile, mais qui n'en demeure pas moins sale. J'ai récemment posé une question écrite sur le trafic d'animaux domestiques. Cela a l'air anecdotique et sans rapport, mais ça ne l'est pas. Déjà parce que j'ai appris qu'il constituait le 3e trafic en termes de rentabilité en France, derrière le trafic d'armes et le trafic de drogue. Un chihuahua acheté 250 € en moyenne en Slovaquie est revendu entre 1 000 et 3 000 € en animalerie. On estime à 700 000 le nombre de chiots qui sont vendus en France chaque année, hors de tout circuit officiel. Faites le calcul de l'argent sale généré. Cet argent alimente d'autres réseaux, trafic de personnes humaines, prostitution, mais aussi armes à feu. Cet argent transite par les paradis fiscaux, au même titre que l'argent soustrait au fisc grâce à l'évasion fiscale, car ceux-ci sont par principe peu regardants sur l'origine des fonds. Soustrait à l'impôt, issu du trafic de personnes, d'armes, d'organes, de drogue, qu'importe. Cet argent sale et rebrassé et sert à financer, entre autres choses, la corruption, les entreprises terroristes ou d'autres trafics. Je rappelle à toute fin utile que le 28 juin dernier, le cimentier Lafarge, accusé d'avoir financé des organisations terroristes en Syrie, a été mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui, violation d'un embargo. Le cimentier est soupçonné d'avoir versé, via des paradis fiscaux, près de 13 millions d'euros pour favoriser les achats de matières premières, ainsi que la libre circulation de ses salariés et de ses marchandises. À quoi pensez-vous que l'argent versé par le groupe Lafarge a pu servir? La boucle de l'argent fou est ainsi bouclée. Selon un article du Figaro, entre 17 000 et 25 500 milliards d'euros au total seraient dissimulés dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire, pour avoir un ordre de grandeur tant ces chiffres sont vertigineux, plus que le PIB des États-Unis et du Japon réunis. Et encore, cette étude n'a pas pris en compte les actifs non financiers, comme les biens immobiliers, les yachts, jets, œuvres d'art ou bijoux. L'étude a exclu ces avoirs et s'est basée sur des chiffres de la Banque mondiale. Et c'est le bonjour pour parler des riches. Le magazine Challenge publie aujourd'hui même son classement annuel des fortunes. Le patrimoine des 500 premières fortunes françaises s'approche de 650 milliards d'euros, soit 30% du PIB de la France. Un pognon de dingue, comme diraient certains. Depuis 2008, la fortune des plus riches a triplé et augmenté bien plus que la production nationale, qui n'a cru que de 12%. Comme de par hasard, c'est l'industrie du luxe qui profite le plus à ces ultra-riches. Les actionnaires de grands groupes du luxe trustent 4 des 6 premières places du classement et leur fortune combinée représente l'équivalent du tiers de celle cumulée des 500 du classement. Belle performance.
Combien de cet argent finira dans les paradis fiscaux? Combien de yachts, de jets et autres biens seront importés frauduleusement via des montages complexes? Combien de cet argent finira dans la corruption et les trafics? La lutte contre les paradis fiscaux, outre les bienfaits évidents pour les finances de l'État et la vie des gens qui pourraient enfin cesser de se serrer la ceinture inutilement, participe à la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale. Ana Gomes, eurodéputée portugaise, vice-présidente de la commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale, qui a rendu ses conclusions en 2017, également membre de la commission spéciale sur le terrorisme du Parlement européen, établit clairement un lien entre paradis fiscaux, crime organisé et financement du terrorisme. Cette commission d'enquête parlementaire a établi de manière certaine l'hypocrisie totale de nombreux États, y compris membres de l'Union européenne, qui, dans les discours, clament évidemment leur volonté de lutter contre l'évasion fiscale, le blanchiment et la criminalité qui y sont associés, mais dans la réalité, les États, y compris la France, sont extrêmement timorés s'agissant de la lutte contre l'évasion fiscale. Quand on sait que malgré les innombrables initiatives parlementaires, le verrou de Bercy n'est toujours pas levé, et quand on sait que les États de l'Union européenne eux-mêmes sont des paradis fiscaux, curieusement, la liste recoupe partiellement celle des pays qui n'ont pas encore adhéré au protocole contre le trafic d'armes à feu. Royaume-Uni, Irlande, Malte, Luxembourg, paradis fiscaux notoires, ne l'ont pas non plus ratifié ou n'y ont pas adhéré. Que ferait la France dans cette liste? Car l'absence de lutte contre l'évasion fiscale est extrêmement dangereuse pour l'Europe et pas seulement pour nos budgets, affirme Ana Gomes. C'est un problème de sécurité publique, puisqu'on parle de blanchiment des capitaux et de toutes sortes de réseaux criminels, y compris ceux qui sont derrière le financement du terrorisme, comme les réseaux de trafic d'êtres humains. Combattre le blanchiment des capitaux, c'est combattre le financement du terrorisme. Permettre le blanchiment des capitaux, c'est laisser faire toutes sortes de trafics abjects, leur donner littéralement des armes en alimentant les réseaux criminels et mafieux qui permettent de se les procurer. Du grand banditisme aux mafias, en passant par le terrorisme organisé, tous se financent dans cet argent sale. Aussi, adopter ce protocole n'est que la moindre des choses. Mais marquer les armes, réglementer le courtage, renforcer les contrôles aux frontières, créer des licences pour les exportations d'armes, toute chose utile et urgente, ne résoudra qu'une partie du problème. Il faut assécher les sources du financement et d'écoulement de ces trafics en terrassant les paradis fiscaux. Pour cela, il nous faut des armes légales, donc la volonté politique de le faire, car sans cela, c'est comme une permission de continuer à trafiquer. Le contrôle des exportations m'amène à un autre sujet, directement lié, puisqu'il s'agit des exportations totalement légales et autorisées par le ministère des Armées. Le rapport au Parlement nous a été remis très récemment, je l'ai lu attentivement. Au-delà du traité sur le commerce des armes que la France a ratifié, des critères communs pour l'exportation d'armes conventionnelles ont été définis au niveau de l'Union européenne. Ils se basent sur 8 critères, parmi lesquels le respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale et le respect du droit humanitaire par ce pays, la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale. Les États membres étudient l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays. En se basant sur ces critères, les États membres ne peuvent exporter des armements vers certains pays. C'est le cas pour le Venezuela, la Russie, la République démocratique du Congo, la Syrie et évidemment le Yémen depuis 2015. Cependant, l'Arabie saoudite ne subit pas un tel embargo de la part de l'UE. L'ONU appelle l'Arabie saoudite à mettre un terme au blocus qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, menacé par la plus grande famine de ces dernières années. Le rapport de l'ONU fin janvier accuse l'usage disproportionné de la force utilisée par la coalition arabe, ciblant souvent des civils, et l'utilisation de la menace de la famine comme arme de guerre. Pourtant, la France est et reste l'un des fournisseurs privilégiés de l'Arabie saoudite, qui est notre deuxième client, avec 174 licences notifiées en 2017. En vendant des armes telles que les Mirage, Charles Leclerc ou Rafale, la France est engagée auprès du pays à assurer une maintenance sur 15 à 25 ans. Néanmoins, le Parlement européen, en février 2016, demande l'embargo de l'Union européenne sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, mais la France ne met pas fin à son soutien militaire. Apparemment, comme il ne s'agit que du Parlement européen et non d'une décision de l'Union européenne elle-même, la France poursuit allègrement ses exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, selon le même rapport. C'est-à-dire à quel point le gouvernement considère cette institution, le Parlement européen, qui est pourtant la plus démocratique de l'Union européenne, puisqu'élue directement par le peuple. Je conclus donc. Nous approuvons bien évidemment l'adhésion au protocole de l'ONU visant à lutter contre les trafics des armes à feu. La France doit agir pour renforcer le cadre de l'ONU dans un esprit de coopération afin d'œuvrer pour la paix. Mais cela ne suffira pas pour lutter contre tous les trafics, et notamment celui des armes. Il faut terrasser les paradis fiscaux. Il faut enfin que la France elle-même cesse d'autoriser à l'export des armes qui se retrouveront à coup sûr
dans des conflits internationaux où les pays acheteurs se rendent coupables de très graves violations du droit international et de potentiels crimes de guerre. Je vous remercie.